Vraiment, ouais, 2 battles après, on m'appelle B-Boy T-Rock, parce qu'à l'époque, je m'appelais T-Rock encore. Et contre un Ukrainien hyper, très connu aussi, qui s'appelle Kouzia, et je le bats. Et le battle, en fait, était en live stream. Donc, toute la Belgique l'a vu. Ah, d'accord. Et donc là, je me souviens, mon téléphone n'est pas... Quand j'ai pu me connecter au Wi-Fi, mais mon téléphone, c'était abusé. J'avais reçu tellement de messages de la Belgique et tout ça. Et des gens qui étaient fiers, tu vois, vraiment. Les gens étaient super fiers de ça, voilà, tu vois. Donc, je suis allé au top 16. Bon, malheureusement, j'ai perdu au top 16, mais j'avais pris $500, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, oh, je peux... Incroyable, je peux avoir une vie grâce à ça et tout, tu vois. J'avais déjà fait des grosses scènes, mais là, c'était quand même particulier, tu vois. Anecdote. Le battle est fini et mon hôtel il est annulé à cause de Booking. Je sais plus pourquoi, il y avait eu un problème avec ça. Et donc, j'ai plus d'hôtel. J'ai plus d'hôtel du tout. C'est la galère, quoi. Et tu sais, c'est un peu un zoning industriel là où ils ont fait le battle, tu vois. Et donc, c'est que des routes, pas vraiment des trottoirs et tout. Non, non. Et donc là, je cherche un hôtel, pas d'hôtel à 20 km à la ronde. Moi et mon ex, on marche et tout, nanana, et on voit un Walmart. On passe devant et on fait pas attention. On va à l'hôtel, on leur demande s'ils ont une chambre, ils nous disent non. On retourne au Walmart, on prend une tente, on achète une tente, on la pose sur le parking de l'hôtel et voilà, on dort là. Tu vois. Franchement, ça c'est pas mal, faut être créatif. Mais vraiment, tout ça pour que ça arrive aux États-Unis, mais ça donne du vécu en fait, tu vois. Ça donne du vécu, tu vois. Mais voilà, c'est le genre de truc qui peut t'arriver si tu veux. C'est pas tout beau en fait, c'est pas tout le temps. Mais voilà, tu vois. Ouais. Tu vois, si je dis ça si je devais dire ça à ma mère et à mes parents, je pense qu'ils seraient un peu inquiets, tu vois. Un peu beaucoup. Mais ce sont les aléas et c'est vrai que parfois quand tu es comme ça à l'étranger, il faut trouver un plan B, D, C. Il faut pouvoir se débrouiller. Il faut pouvoir se débrouiller, quoi. Ça, c'est un des trucs dont je suis le plus fier. C'est pas juste les compétitions et tout ça, c'est d'être capable de me débrouiller seul ou ailleurs et de rebondir sur certaines situations. C'est ça. Je pense que c'est le truc qui me rend le plus fier. Tu vois, passer de très timide maladif, incapable de parler, à savoir me débrouiller, partir à l'étranger, faire des trucs. C'est vraiment le truc qui me rend le plus fier. Ouais. Franchement, je ne savais pas ça par rapport à ta timidité. Ça a dû te demander beaucoup d'efforts pour aller vers les gens, surpasser. Écoute, anecdote. Ça, je fais encore anecdote. Premier jour où je vais à Gare du Nord. Moi, je suis encore très scolaire, donc tu vas à l'école, tu as ton petit sac pour aller à la gym, tu changes, tu t'habilles, tu vas dans les vestiaires. Gare du Nord, pas de vestiaire. Il y a le... C'est vrai en fait. Voilà. Et donc du coup, je devais me changer devant tout le monde. Et en fait, ça là, ça a été un déclic pour moi. Ça a fait directement, si je sais faire ça, je peux faire autre chose. C'est ce que je veux dire. Et ça a été en évoluant. Voilà, tu vois. Donc c'est vraiment, les choses elles sont venues assez vite, mais il faut pouvoir les appréhender, quoi. Ouais. Ok, super. Et parle-nous un petit peu de l'écosystème du breakdance en Belgique. Et je profite de passage faire un big up à tous les breakers de Belgique. Franchement, vous faites du bon taf, les gars. Continuez comme ça. Thiro est là aujourd'hui, mais il n'est pas le seul. C'est pour ça que voilà, je voudrais un petit peu que tu nous partages tes connaissances par rapport à l'écosystème. Est-ce qu'il y a des groupes? Est-ce que c'est plutôt chacun s'entraîne en individuel? Est-ce que, parce que il y a la Flandre, il y a Bruxelles, il y a la Wallonie. Est-ce que vous avez des moments où vous vous retrouvez mis à part les battles, parce que ce monde-là est vraiment méconnu pour moi. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Mais si tu veux, ça a changé par rapport à aujourd'hui et comment j'ai commencé. Donc, comment j'ai commencé, on avait beaucoup de groupes, notamment à Bruxelles. Ouais. Pour te citer quelques exemples, il y avait Optimum, Style Control, Budokai, Ocean, Dynamics, les gens passaient des meilleurs, tu vois. Flandre, pareil. Wallonie un petit peu moins, mais il y avait quand même des groupes, tu vois, Namur et tout ça, il y avait quand même des groupes. Namur, je sais qu'ils sont bien présents. Maintenant, comment j'ai commencé, ça je le dis fièrement, Bruxelles c'était le centre névralgique de la Belgique, parce que le niveau était vraiment élevé, tu vois. En fait, on a eu des gens qui étaient en avance par rapport à leur époque, et ça donnait un certain avantage à Bruxelles, tu vois. Pour essayer de te donner une image de ça, c'est que chez nous, on a des gens qui étaient capables de faire un mouvement
Et comme il y avait une dizaine de gens qui savaient le faire, pour nous, c'était normal. C'était de la normalité. Ouais. Tandis qu'en Wallonie, il y en a un. Et donc, pour eux, c'est exceptionnel. Okay. Tu comprends? Et donc, mentalement, t'as déjà un plateau mental que nous, qu'on n'a pas eu forcément, tu vois. Donc, Bruxelles, le niveau est quand même poussé, quoi. C'est ça, le niveau à cette époque-là était poussé. Puis ensuite, les Flamands ont rattrapé, les Wallons aussi, tu vois. Malheureusement, au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de gens qui ont continué, puisque à l'époque, il n'y avait pas vraiment de carrière ni d'avenir là-dedans. Donc, à un moment, les gens se sont dit, bon, on s'est bien amusé. Voilà, maintenant, on va faire autre chose, on va se concentrer sur d'autres trucs. Et oui, il y a eu des réunions. En fait, avant, si tu veux, les compétitions ressemblaient plus à des jams. Parce que ça ne s'orientait pas uniquement sur la compète. Donc, c'est pas juste tu viens, tu fais ta compète, tu perds, tu pars. Non, il y avait des cercles, il y avait des échanges. Il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Parce que c'était la seule façon d'avoir une renommée, tu vois. C'est ça. C'était l'ancienne méthode. Aujourd'hui, tu as les réseaux et puis tu as de followers sur les réseaux. Donc, ça ne veut pas dire que tu es talentueux, mais ça veut dire que t'es observé, t'as une communauté, tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, je préfère personnellement la méthode d'avant parce qu'on se voyait et on échangeait. Il fallait pouvoir s'imposer et tout ça, tu vois. On se challengeait. Exactement. Donc voilà, ça, c'était un peu l'écosystème d'avant. Aussi, parce que j'avais eu la question dans une précédente conférence en Angleterre, et ils nous posaient la question de est-ce que vous aviez une scène pour les enfants, pour les jeunes? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scènes kids. Oui. Et moi, je leur ai dit non, parce que c'était dangereux. Non seulement c'était dangereux à cause des phénomènes de bande, mais dans le break lui-même, c'était dangereux parce que la plupart des gars qui dansaient, c'était des gars de quartier. Tu vois? Et chez nous, à Bruxelles, on va dire, tu avais le breaker de Scarbeck, et quand ça se défiait, il ramenait toute sa clique de Scarbeck et ça partait vite en sucette, malheureusement, tu vois. Donc moi, les premiers battles, j'ai assisté à des coups de couteau, des trucs comme ça. Ouais, c'était aussi violent, tu vois. À Gare du Nord, c'était violent parce que soit les SDF se mettaient sur la tête ou ils essaient de se brûler. Les immigrés, malheureusement, le voyage était difficile. Et donc, du coup, la plupart, ils s'enfonçaient dans une drogue qu'ils appellent la colle. Donc, ils mettent ça dans une chaussette et puis ils respirent ça. Les mecs sont à l'ouest, dès qu'il y a moyen, bagarre, tu vois. Puis tu as les gars de quartier qui passent par là, qui se moquent de nous, qui rentrent dans le cercle. Tu vois ce que je veux dire? C'était Voilà, c'était un peu l'écosystème. Aujourd'hui, les choses ont évolué et le public a évolué, la population a évolué. Donc, il y a des salles aussi. Voilà, maintenant, comme on a des salles où tu peux t'entraîner, et du coup, tu as des gens un peu plus élevés socialement qui viennent. Tu vois, avant, c'était vraiment que des gars de quartier. Maintenant, tu as des gens un peu de partout qui, eux, ne sont pas dans cette confrontation que nous, les gars de quartier, on a souvent. Tu vois. Moi, je me souviens, à l'école, on passait notre temps à se tailler. Tu vois, ta maman si, ton papa ça, tu comprends? Mais les nouveaux, là, dès que tu fais ça, pour eux, c'est une agression envers eux. Et donc, du coup, le mood a changé maintenant, tu vois. Je dirais pas que ça fait partie de l'évolution. Il y a une unicité. Peut-être que c'est bien qu'eux aussi sont rentrés, en fait. Ça a apporté des nouvelles choses, des bonnes choses. Et ça a retiré d'autres bonnes choses aussi. Par exemple, malheureusement, on n'a plus de rivalité. Tu vois, il y a beaucoup moins de rivalité qu'avant. Tu comprends? Elle se fait plutôt lors des battles, en fait. C'est ça. Mais le truc, c'est que c'est juste pendant le battle. Et avant, la rivalité, ça amène à évoluer. Tu comprends? Parce que c'est que à travers le challenge que tu évolues. Si tu te bases uniquement sur un instant T, sur la personne en question, non, tu peux évoluer, mais ce sera pas un objectif de le battre lui. L'objectif, c'est de gagner le battle, c'est pas de le battre lui, tu vois. Alors qu'avant, l'objectif, c'était de surpasser l'autre gars et donc les deux évoluaient ensemble, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc voilà, on a perdu un peu cet engouement avec la rivalité, mais voilà, on a gagné en professionnalisme, en structure. Voilà, maintenant, tu as des battles qui sont vrais, enfin, tu as des compétitions, c'est vraiment des compétitions internationales où tu as une vraie structure derrière avec des gros budgets et tout ça, tu vois. Et on va en reparler. Parle-moi un petit peu des breakeuses, en fait, parce qu'on n'en parle pas beaucoup et je sais que le break, c'est quand même une discipline très dominée par les gars. Maintenant, depuis quelques années, on en a.
ça fait, on va dire, 5 ans. Ouais. Allez, depuis 2018, 2017, même si, donc ça fait un peu plus, on commence à avoir une réelle, on voit un réel impact du biggerlism, donc des breakers féminines sur la scène. Le truc, c'est que, comme tu dis, c'est dominé par les hommes, malheureusement, tu vois, par la gente masculine. Et c'est aussi parce que c'est très technique, tu vois. Si tu fais la comparaison avec la danse debout, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et dans le break, il y a plus d'hommes que de femmes parce que c'est hyper technique. C'est ça. Et quand moi j'ai commencé, il y en avait, ça se comptait sur les doigts d'une main, les breakeuses, tu vois. Il y avait qui, par exemple? Il y avait Stormy et Hurricane, tu vois. Ipoun que j'ai pas beaucoup vu parce qu'elle était déjà plus du côté création et tout ça, tu vois. D'accord. Donc elle s'entraînait pas souvent avec nous. Mais oui, Ipoun, elle était déjà là. Ouais, elle était déjà là, mais vraiment. Et big up à Ipoun, by the way. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, tu vois. Et pourquoi? Parce que déjà, c'est très masculin, donc il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont à l'aise autour de beaucoup d'hommes, tu vois. Deuxièmement, ça muscle beaucoup et esthétiquement, les femmes, il y en a qui veulent pas ça. Peut-être qu'aujourd'hui, les plus jeunes, elles s'en foutent un peu. Mais c'est vrai que ça muscle beaucoup. Hein. Exactement, tu vois. Et troisièmement, c'est technique, ça fait mal. Ça fait mal, c'est au sol. Facilement, exactement, tu vois. Et donc, pour moi, les femmes ont rattrapé le retard qu'elles avaient par rapport aux hommes, techniquement, parce qu'aujourd'hui, t'as des jeunes big girls qui savent faire ce que les hommes savent faire, tu vois. Mais elles gardent un retard. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on n'est pas jugé sur notre technique. On est jugé sur notre danse. Nous, les hommes. On est jugé sur notre danse. Malheureusement, les femmes sont jugées sur la technique encore aujourd'hui. Tu comprends? Parce qu'elles doivent encore faire leurs preuves, soi-disant. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, quand tu vas avoir, tu vas avoir chez nous, tu vas regarder les battles, les compétitions entre hommes, tu vas avoir beaucoup de styles distincts s'affronter et pas forcément le plus technique gagner. Tu comprends? Tandis que quand tu vas aller chez les femmes, et c'est vraiment, je te parle de vraiment la situation actuelle, peu de styles distincts, t'en as quand même quelques-uns, mais les styles techniques, ils vont gagner assurément pratiquement, tu vois. Pourquoi ce phénomène? Je sais pas. Après, les femmes, elles doivent aussi faire avec tous les soucis qu'elles ont de la vie au quotidien, tu vois. C'est ça. Nous, on ne se rend pas forcément compte, mais je pense qu'elles ont aussi des difficultés par rapport à leur menstruation et tout ça pour danser, tu vois. Et il y en a, une fois, j'ai posé la question, tu vois, je dis, vous n'avez pas de difficulté? Des fois, je vais faire des battles, je souffre le martyre, mais voilà, je suis là, tu vois. On me dit, ouais, malheureusement, ça ne peut pas être pris en compte dans le jugement, tu vois ce que je veux dire. Si tu acceptes, c'est que voilà, la question, elle est élucidée, donc du coup, voilà, faut faire avec, tu vois. Il faut faire avec. C'est juste que, moi, ce que je trouvais dommage, parce qu'on m'avait posé la question, c'était qu'on ne peut pas juger un battle de femmes sous des critères d'hommes. On ne peut pas juger un battle de femmes sous des critères d'hommes, dans le sens où on ne peut pas juger par rapport à nous, nos facilités. Tu comprends? Physiquement, on n'a pas les mêmes performances, c'est scientifique, hein, voilà. Je ne parle pas d'identité de genre, ni d'expression de genre, je parle purement scientifique. Okay? Scientifiquement, malheureusement, la musculature des femmes n'est pas comparable à celle des hommes. Tu comprends? Et donc nous, on a des facilités vis-à-vis de ça, mais on doit pouvoir être capable de réajuster notre jugement parce qu'elles ont d'autres choses à apporter qui plus est artistiquement. Exactement. Et moi, c'est ce que je disais. Je disais, voilà, on aurait dû peut-être adapter les choses de cette manière-là. Maintenant, tu as des femmes qui font exactement ce qu'on sait faire. Tant mieux, tu vois. Juste je pense qu'elles ont encore besoin de place pour évoluer. Et c'est aussi parce que la scène a évolué vis-à-vis de ça. Si Red Bull avait pas, tu sais que ça, quand je disais 2018, c'est parce que 2018, c'est la première fois que Red Bull ajoute une catégorie Big Girl à leur compétition. Avant, c'était que B-Boy. Et en 2017, on a eu la première Big Girl. Donc, moi, je parle de 2017. On a eu une Big Girl qui a pu avoir une wildcard en faisant partie d'un roster en majorité de B-Boy. Tu vois? Donc ça a été, pour moi, ça a été un milestone, quoi. Et maintenant, tu as une catégorie femmes. Elles peuvent enfin
comment dire, rayonner d'elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont plus obligées d'aller faire des battles avec... voilà, elles ont leur place à elles, où justement elles commencent, grâce à ça, à ramener un peu plus de vigueur dans... Et tu parlais de wildcard. C'est pas la première fois que tu utilises ce terme. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ce que c'est, même si, bon, je me doute de ce que c'est, mais... Ça veut juste dire l'invitation. La wildcard, c'est une invitation officielle à faire partie du roster initial. Et quand on parle de wildcard, c'est Red Bull. Ça a juste un rapport avec Red Bull. Et quand tu es wildcard, c'était invité automatiquement. Tu es direct. Et ainsi de suite, tu vois. Et alors, du coup, Red Bull estime que tu as déjà un niveau suffisamment important pour déjà être sélectionné. C'est ça. En fait, il n'y a pas vraiment on ne connaît pas les critères. Il y a pas... tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut, faut être bon sur le circuit, il faut faire parler de soi. Il faut avoir une constante aussi, parce qu'ils surveillent, alors du coup, ils regardent ça. Ils ont un espèce de monitoring, parce qu'ils ont en fait... plus ou moins, on va dire, Red Bull gère le break. Et donc, ils travaillent avec beaucoup de gens sur tous les domaines. Tu vois. Ce qui est bien avec Red Bull, c'est que c'est une compagnie, certes, ils sont là pour faire de l'argent et vendre des canettes, mais ils impliquent les gens de la communauté. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre des gens qui n'ont rien à voir, prendre des décisions pour une culture qu'ils ne connaissent pas. Tu comprends? Ils vont impliquer des gens qui ont à voir avec la culture et leur demander... ils les prennent en tant que consultants et leur demander leur avis sur telle et telle chose. Aujourd'hui, ils ont une expertise de 20 ans. Et voilà, grâce à ça, tu regardes, grâce à eux, le break est florissant et a une belle image à l'international. Tu vois. Ouais. J'aimerais à présent que tu nous parles un petit peu des partenariats, de comment tu peux vivre à travers la danse, en fait, à travers le break, avec le niveau que tu as. Et ça, c'est vraiment dans le but d'inspirer des jeunes qui voudraient se lancer, se professionnaliser dans le break. Quels sont les débouchés, comment on peut en vivre, quel type de sponsoring / partenariat on peut mettre en place. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Alors, dans le break, dans la danse en général, en particulier le break, tu as 3 sources de revenus. Tu as 3 grandes sources de revenus. Donc, tu as soit le commercial, c'est tout ce qui a à voir avec les pubs. Donc, quand je dis commercial, c'est donc pub, télé, campagne publicitaire et tout ça, tu vois. Tu as la création, donc c'est tout ce qui est création contemporaine, comment je peux appeler ça, production sur scène et tout ça. Et puis tu as la compétition. Et la compétition, c'est celle qui rapporte le moins. Et c'est celui qui est le plus excitant aussi. C'est celui qui est le plus excitant, mais le plus difficile d'en vivre. La plupart du temps, tout le monde fait tout, en fait. Moi, je suis un des rares à être extrêmement téméraire parce que j'aime pas le commercial. Malheureusement, le commercial, ce que j'aime pas, c'est que c'est un monde qui se base uniquement sur le réseautage et peu sur le skills, tu vois. Et moi, comme je t'ai dit, je suis timide maladif et j'aime pas parler. En fait, j'aime bien essayer de laisser ma danse parler pour elle-même. Jusqu'à un moment, comme dans tout, quand tu deviens connu, tu es obligé de devenir social aussi, tu es obligé de réseauter, parler, savoir communiquer, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Maintenant, dans la compétition, tu as des sources de revenus. Et ça, c'est un certain niveau de compétition. À partir du moment où tu commences à avoir une renommée, les principales sources de revenus, c'est les workshops et les jugements, quand tu juges des battles. Et tout dépend aussi de combien tu fixes tes prix. Et c'est là que tu dois commencer à te professionnaliser parce que tu dois imposer ton prix à toi. Donc, tu dois connaître ta valeur marchande, tu comprends? Et là, tu peux la baser sur soit les compétitions que tu as gagnées, soit les compétitions auxquelles tu as participé, et soit le niveau de la compétition que tu vas juger. Ça, c'est les plus grosses sources de revenus. Sinon, tu as aussi les shoots vidéo pour telle et telle compagnie ou telle et telle... Ça, c'est la partie commerciale. Non, ça, c'est compétition, par exemple, moi, pour Red Bull. Donc, moi mes sources de revenus, donc moi, je fais pas mal de workshops, je juge pas mal, je fais des workshops et je fais on appelle ça des gigs. C'est des jobs, c'est des mini-jobs pour Red Bull.
ou pour d'autres compagnies. Et c'est souvent, ça se résume à des shootings et tout, et consorts, tu vois. Et sur ces shootings-là, tu es payé. Tu es payé pour ton droit à l'image et ainsi de suite, tu vois. Normal. Et quand tu fais le cumul de tout ça, ça peut te faire un... Je vais pas dire ça te rend pas riche, mais tu peux vivre aisément avec ça. Ouais, okay. Ouais. Maintenant, en Belgique en particulier, tu as aussi t'as une quatrième voie qui peut t'aider, c'est le statut d'artiste. Ça peut te ramener un revenu fixe, tu vois. Et grâce à ça, tu peux cumuler tout le reste. Et voilà. Tu vois, vraiment, ça, c'est vraiment les sources de revenus qui sont possibles. Et à ça, tu peux ajouter les cours de danse. Ouais. Donc, les cours de danse, ça, c'est pour tout le monde et n'importe qui. Et pour les compétiteurs, les cours particuliers. Ça, c'est la plus grosse source de revenus de la plupart des danseurs. C'est les cours particuliers. Tu peux imposer tes prix. Tu dois imposer tes prix. Mais il faut savoir que en tout cas dans le break, peut-être pas pour les autres disciplines, mais dans le break, souvent, c'est des associations qui organisent les événements. Et donc, c'est des gens qui ont peu de budget. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont essayer de négocier. Toi, le but étant de ne pas te rabaisser au maximum, mais tu vas essayer de t'ajuster à leur prix. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu pareil pour tout le monde. Pour les cours particuliers, tu dois pouvoir te manager et réajuster tes prix de temps en temps, tu vois, parce que la situation économique oblige aujourd'hui, tout est devenu beaucoup plus cher, donc tu essaies de réajuster. Tu peux pas aller sur un marché et vouloir les meilleurs prix, tu n'auras pas grand monde. Si j'appliquais vraiment mes prix, j'aurais personne. Parce que tu parlais de sponsoring. Ouais. Grâce au JO, parce que le break est arrivé au JO. En tout cas, le break va faire une parution au JO 2024. Okay. Le fait que ce soit Attends, c'est la première année, c'est la première fois C'est la première fois. Waouh. Et donc, du coup, le fait que ça arrive au JO, tu as des grosses marques qui commencent à s'y intéresser, tu vois. Waouh. Parce que c'est une exposition sans pareil, hein, et les JO, tout le monde connaît, tu sais, c'est des millions de vues, des téléspectateurs, de l'audience, voilà. Et donc, les marques, eux, ils sont friands de ça, tu comprends? Et donc, du coup, tu as des grosses marques comme Nike, Adidas, Puma, Lululemon, Toyota, Nissan, toutes ces grosses marques qui sont en train de s'intéresser. Et là, c'est que récent, hein, on commence à avoir des gros contrats. Je parle de gros contrats. On tourne à des contrats années entre 20 et 40 000. Et certains, les cumulent pour les Français. Comme c'est en France, ils ont beaucoup plus facilement accès à ces choses-là, puisque c'est Paris qui accueille les JO, tu vois. Mais grâce aux JO, en fait, ça professionnalise la discipline. Et en professionnalisant la discipline, ça permet d'avoir des opportunités de carrière et justement de s'affilier à certaines de ces marques. Pourquoi? Parce qu'elles savent, ces marques-là, en fait, elles visent des niches. Tu vois, elles visent des petites communautés sur lesquelles elles peuvent justement promouvoir leurs produits, tu vois. Ouais. Et ce sont des grosses marques qui ont le budget. Hein. Ils ont des budgets colossaux pour tout ce qui est marketing. Après, il ne faut pas s'attendre à des budgets à 100 000 € pour un danseur parce que ce n'est pas la NBA, quoi. Tu vois. Il faut savoir qu'un contrat à 20-40K, c'est énorme pour le danseur, ça ne vaut rien pour eux. Pour eux, oui, pour eux, ça ne vaut rien. Mais bon, moi, je me dis, ça dépend des projets. Hein, parce que quand tu regardes les Twins, bon, je ne sais pas combien eux, ils gagnent, mais je suis sûre qu'ils doivent être très, très bien. Oui, quoi. Bien sûr. Mais, moi, je connais... je suis sûr qu'ils tournent parce que j'ai rencontré l'ex de Madonna, tu vois, et je sais qu'il y a eu un avant, un après. Quand il s'est mis avec Madonna, il a vu des chiffres mirobolant, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, à un moment, tu vas plus refaire une compétition pour 300 balles. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, du coup, je pense que ça aussi, ça va changer un peu le game parce que tout le monde va s'obliger à lever les prix, tu vois. Exact. Et j'espère personnellement qu'on va entrer dans un modèle plutôt axé coréen que celui qu'on a maintenant, basé sur les associations. Parce que le problème des les Coréens, oui, les Asiatiques, ils sont très très loin. Ils ont une dizaine d'années d'avance sur nous. C'est vrai. Mais c'est abusé. Il y a des gens qui vivent de... En fait, en Asie, allez, je vais en parler brièvement, mais en Asie, déjà, c'est médiatisé. Extrêmement médiatisé. Ouais. La danse, en général, elle est extrêmement médiatisée. Le break aussi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est culturel, peut-être ça a à voir avec les arts martiaux. Je sais pas, hein,
Mais voilà, les sponsors, ils ont des sponsors depuis très longtemps. Ils n'ont pas attendu les JO. Ok. Donc eux, Nike, G-Shock, Seiko, Mercedes, tout ça, ils sponsorisent des danseurs depuis très 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 longtemps, tu vois. Et donc du coup, pour eux, en Corée, par exemple, là je parlais du Japon, la Corée, tous les groupes, ce sont des franchises privées. Donc eux, c'est un peu comme la NBA, toutes les équipes, c'est une franchise, tu vois, mais ça appartient à c'est privé, c'est du privé, donc tout l'argent, c'est leur argent. D'accord. Le problème des associations, c'est que c'est souvent le résultat d'une décision politique. Et donc, du coup, tu es soumis à des conditions. C'est ça. D'énormes conditions. Ça change tout. Voilà. Et donc, quand tu vas, par exemple, tu vas organiser ton événement, ben, c'est un certain type de salle, ils veulent un certain type de public. Toi-même, tu vas éviter de ramener des groupes à problème parce que tu veux pas qu'ils créent des bagarres. L'élu, il voudra venir parce que comme c'est lui qui a pris la décision, mais lui, il veut venir faire sa petite promotion, dire oui, vous avez vu comment j'aide la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors que ces gens-là, ces gens-là, ils s'en foutent clairement. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Parce que l'année prochaine, ils pourront peut-être pas te donner la. Donc moi, je préférerais personnellement qu'on se tourne vers un modèle plutôt privé parce que tu peux engendrer beaucoup d'argent, le but n'étant pas juste de faire de l'argent, tu vois, mais d'avoir nos propres décisions et notre propre mot à dire sur la scène, quoi. Tu Exactement. vois. Et franchement, je ne savais pas. Merci pour cette information. Et je trouve que franchement, les entreprises auraient beaucoup aussi à miser sur ces disciplines-là parce qu'on parle de divertissement, mais je veux dire, tout le monde adore regarder les exploits des breakdancers parce que c'est tellement fou ce que le corps humain est capable de faire, tu vois. Et je trouve que définitivement, les grosses boîtes devraient s'intéresser un peu plus à ce business-là parce que je suis persuadée qu'ils gagneraient encore plus en visibilité et qu'il y a un réel retour sur investissement à sponsoriser les danseurs professionnels. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. De toute façon, surtout à l'ère des réseaux sociaux, quoi. C'est ça. C'est ça. Après, moi, je trouve qu'on agit sur deux plans en général, tu vois, autant social que surtout sur le plan social, tu vois. Pourquoi? Parce que sportivement, à la base, on n'est pas juste un sport, tu vois. Oui, il y a l'éthique sportive et tout ça, mais socialement, en fait, on aide des gens à pouvoir s'en sortir d'une manière ou d'une autre, tu vois. Clairement. Donc, du coup... Et puis, il y a un travail, il y a une expertise derrière. C'est ça. Tu vois, tout le monde ne se lève pas pour dire « je suis breaker pro ». C'est plusieurs années de travail, de préparation, c'est du knowledge. Et, il faut en être fier, parce qu'avant, malheureusement, il y en a qui n'en étaient pas fiers, tu sais. Dire que tu fais de la danse et que tu fais de la danse de rue, il y en a, ils en avaient honte, tu vois. Oui, parce que ça a une connotation péjorative dans notre société, surtout en Belgique, petit pays, petit esprit. Et je trouve qu'en fait, être danseur, c'est aussi être un entrepreneur de son corps aussi. Parce qu'on a parlé de différenciation, il faut se démarquer des autres, on a parlé de sacrifice, d'obsession, parlé de focus. Mais le côté un peu entrepreneurial de la danse, c'est que tu dois tout gérer toi-même. Tu dois gérer ton planning, tu dois courir après ton argent. Malheureusement, c'est un truc qu'il faut... Tu dois courir, tu dois gérer ta compta. Mais ça, c'est partout, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai. Mais tu dois gérer ta compta. Tu dois tout gérer. C'est vraiment un truc tes charges, ton transport, exactement. Donc, prendre soin de ton corps, les kinés et tous les autres soins, en fait. Tu apprends à te responsabiliser. Ce mental d'entrepreneuriat, il est vraiment intéressant pour la danse en général, parce que si tu veux te professionnaliser, tu dois passer par là. Exactement. Tu peux pas juste faire des jobs, prendre l'argent, et puis il y a un moment, bon, quand tu as la vingtaine, ok, il n'y a pas de problème, mais il y a un moment, quand tu es comme moi, que tu as 32 ans, tu fais attention à toutes tes dépenses, tu fais attention à où tu veux aller, est-ce que ça va vraiment te rapporter. Malheureusement, à un moment, l'argent, ça a beaucoup de poids, et donc du coup... Mais c'est pas malheureusement, on vit dans un monde où il faut qu'on paye nos factures, il faut vivre aussi, et pour vivre, on a besoin d'argent. Quand je dis malheureusement, c'est parce que moi, je suis absolument pas favorable à toute cette culture de l'argent. Je sais, Thiro, je sais. mais voilà, donc il y a un moment, tu es obligé de choisir les plus gros paquets, donc voilà. Et c'est normal aussi, parce que certes, c'est une passion, mais si tu veux pousser le truc un peu plus loin et en faire un métier,
oui, on parle de sous, on parle de contrat et c'est normal. Moi, je trouve qu'on ne devrait même pas discuter sur ça, quoi. Mais il faut inciter les artistes, les danseurs en général, surtout les danseurs de rue, à voir des juristes, voir des avocats, voir des comptables, connaître tous les détails sur la fiscalité, tous ces trucs-là, tu vois. Exactement. Parce que c'est important, en fait. Tu peux avoir beaucoup d'attrapes. Par exemple, pendant le Covid, on s'est rendu compte de l'attrape Nilgo que les RPI c'était. Tu vois? Ouais. Parce que tout le monde se fait signer ses contrats en RPI. Et puis, quand on a demandé pendant le Covid à avoir droit à les plans d'aide qu'ils avaient mis en place pour les artistes, on dit les RPI ça compte pas, tu vois. Et donc du coup voilà, aujourd'hui malheureusement il faut passer par là, faut en tirer des leçons, tu vois. Mais voilà, si vous voulez vous professionnaliser, prenez une formation de compta et aller à la Smart, demander à suivre des formations. Comme tu dis, il y a des avocats, il y a des comptables, il y a vraiment tout le corps. Il y a toute la structure nécessaire en tout cas pour pouvoir fonctionner. Et parle-nous un peu des filles là. Les gens ont toujours l'image, il est facile d'aborder les filles ou les gars. Et c'est parce qu'on est exposé, il y a plus d'opportunités, on est plus mis en lumière. Est-ce que c'est si facile que ça, comme on le prétend? Oui et non. Oui et non? Oui, en fait, moi je mets jamais mon image de danseur en avant. Jamais, c'est pas quelque chose que je fais. Pour moi, c'est intime, donc je le garde pour moi, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu passes sur scène et que tout le monde te voit, c'est vrai que c'est un peu plus facile. C'est vrai qu'il y a des moments où tu peux venir faire un petit clin d'œil, aborder les choses beaucoup plus facilement, tu vois. Tu seras pas un peu le beauf qui va essayer d'aborder quelqu'un et puis la meuf va dire oh non laisse-moi, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc qui fait que bon lui on sait qu'il est correct, je sais pas, bizarrement toi dans la tête, donc il y a des moments c'est facile, ça dépend des pays aussi, tu vois. Il y a des pays où c'est beaucoup plus facile que d'autres, il y a des pays où les gens ils sont vraiment avenants, il y a des pays où ça va pas du tout, voilà. Ça dépend en fait, il y a des moods ça dépend. C'est pas ce que tout le monde croit. Je vais pas pousser les stéréotypes, mais c'est pas ce que tout le monde croit. Forcément. Ok. Bon, on arrive à la fin de cette conversation. Vraiment, Thiro, merci pour ton temps et infiniment pour le partage, pour tes conseils. Vraiment, je te souhaite beaucoup de succès. Qu'est-ce qui arrive là? Je pense que bientôt on a les JO. Oui, là j'ai été sélectionné pour les OQS, donc Olympic Qualifier Series, qui vont se dérouler en mai et juin. Et c'est les 2 dernières compétitions, en tout cas c'est la dernière étape avant la qualification des JO. Waouh! Et ça se passera où? Donc en mai c'est à Shanghai en Chine, et en juin c'est à Budapest, en Hongrie. Ouais, c'est en Hongrie. Écoute, moi je t'envoie mon énergie en tout cas. Merci. Force à toi. On va suivre ça de près. Je vais partager tes infos dans la barre de description. Donc si jamais les gars, vous avez envie de rentrer en contact avec Thiro, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à l'écrire si vous avez des projets qui pourraient l'intéresser. Donc voilà, ici on est vraiment dans le partage, dans le level up. Pour terminer, je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Non, franchement, amusez-vous. Voilà. Profitez de la vie, passez des bons temps. C'est le plus important, n'est que de passage. Exactement. Sur ce, merci. Bon vent à toi, merci à vous et puis à très bientôt.